Salut à tous et bienvenue sur le podcast 17 rayons d'espoir. Donc nous, Astrid et Mathieu, on voyage à vélo en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud. Donc là actuellement on enregistre cet épisode en Argentine, on vient tout juste d'arriver pour commencer la deuxième partie de notre voyage à vélo. Mais on va revenir un petit peu en arrière, et donc après vous avoir parlé dans d'autres épisodes du Sénégal et de la Guinée, aujourd'hui on va vous raconter tout ce qui nous est arrivé en Côte d'Ivoire pour ce 5e épisode Voyage. Bonne écoute. Pour vous redonner un petit peu le contexte, donc là on est à la frontière avec la Côte d'Ivoire, on est en janvier 2023, on vient de passer un mois très intense en Guinée et donc on se prépare à passer la frontière. Et donc la frontière, on arrive au poste, donc on est quand même dans un endroit assez reculé, il n'y a pas grand monde, je pense que c'est un poste où ils doivent pas avoir beaucoup de passages, près du mont Nimba, une très jolie montagne qui fait la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et donc à ce poste, on est accueilli par un douanier, par un policier très sérieux qui contrôle très sérieusement nos papiers, nos passeports. Et d'un coup, il commence à s'inquiéter et il me demande: mais monsieur, à vélo, comment vous faites avec votre matériel entre les jambes? Mais ça vous abîme pas, ça vous dérange pas, mais comment vous faites? Bon voilà, donc il était très inquiet sur comment je me débrouillais, mais tout allait bien, heureusement. Et ça, c'était que le début, parce que du coup, on a continué à avancer, et après la police, on a passé la douane, en Guinée cette fois. Donc là, pas grand-chose à signaler, ils nous notent dans le registre, et en fait, ils ont fait très rapidement, parce qu'on s'est rendu compte que dans le bâtiment de la douane, il y avait un élevage de poules, donc c'est sûrement qu'ils étaient très occupés, parce qu'ils devaient s'occuper de leurs poules derrière, quoi. Et après, donc la frontière, c'est toujours en 4 étapes. Il y a les 2 polices aux frontières de chaque côté et les 2 douanes de chaque côté. Et donc on arrive à la police aux frontières côté Côte d'Ivoire. Et là, en fait, ça a pris beaucoup de temps parce que le policier n'avait pas son tampon pour tamponner les passeports. Donc le gars, il est policier aux frontières. Son métier, c'est de tamponner les passeports. Et il avait oublié le tampon chez lui. Donc il est allé le chercher chez lui. Donc bref, la frontière, ça peut être très rigolo. Viens, on va voir pour toi blanche. Ouais, mais moi en fait, le problème quand t'es blanc, c'est que le soleil, ça brûle la peau. Elle est noire. Toi, est-ce que quand tu vas au soleil, ça te brûle la peau? Non. Voilà, moi ça brûle la peau, après je deviens une tomate, je deviens toute rouge. Oui, ça se voit. Il y a quelque chose qui était marrant aussi à ce passage de frontière, et c'est une des frontières où on l'a le plus senti. C'est qu'en fait, on a pu voir un vrai contraste entre la Guinée et la Côte d'Ivoire au niveau des infrastructures. Alors déjà, c'était complètement cliché, mais l'état de la route, juste au niveau de la frontière, côté Guinée, il y avait plein de nids de poules dans tous les sens, et côté Côte d'Ivoire, la route, elle était impeccable, c'était une 2x2 voies, toute bitumée, magnifiquement lisse, avec toutes les peintures de marquage de tout ce qu'on voulait, dans tous les sens. Ça, c'est assez impressionnant. Et c'est rigolo parce que je pense qu'en Guinée, on n'avait pas forcément conscience sur le coup qu'on en bavait un peu quand même. Mais vraiment, personnellement, j'ai vécu l'arrivée en Côte d'Ivoire comme une libération. Parce que se retrouver sur cette route, qui en plus était plate, dès qu'on arrivait en Côte d'Ivoire, il n'y avait plus du tout de montée. Donc cette route très bien bitumée, toute plate, c'était un peu l'euphorie, on allait à fond. Et ça a fait du bien en fait. Je pense qu'on avait besoin aussi de ça et de retrouver un tout petit peu plus de confort, donc un peu plus d'électricité dans les villages, de retrouver des plats où on risquait un peu moins de tomber malade. Et alors pour vous situer un petit peu à quoi ressemble la Côte d'Ivoire, dès qu'on a passé la frontière, ça devient beaucoup plus plat, il y a moins de montagnes, moins de collines, on s'approche de la plaine. C'est aussi beaucoup plus cultivé, il y a moins de forêts un peu sauvages. Là, pour le coup, ça va plutôt être des champs, donc des cacaoyers, des rizières, d'autres cultures qui s'étendent pas mal à perte de vue. Beaucoup plus d'infrastructures, comme je disais tout à l'heure, à la fois la route, qui est vraiment dans un état magnifique, mais aussi, par exemple, des lignes haute tension qui courent à travers la campagne, alors que ça, on n'en avait pas du tout vu en Guinée. En arrivant en Côte d'Ivoire, on a d'abord commencé par arriver dans la grande ville de Mans.
Et là, c'était très chouette parce qu'on a eu la chance de pouvoir faire une visite avec un guide. Alors déjà, il nous a fait visiter la ville, il nous a présenté des métiers traditionnels, mais surtout, il a pu nous emmener un peu plus dans le nord du pays pour assister à une démonstration de danse traditionnelle avec un masque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un masque ? C'est quelque chose de très particulier, on n'a pas du tout l'habitude de ça en France. C'est une espèce d'esprit de la forêt qui sort occasionnellement sous forme de masque. Alors en fait, nous, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est costumé avec un costume très particulier. Là, en l'occurrence, c'était un masque coq, un masque échassier. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est monté sur des échasses assez hautes, le visage complètement recouvert, un habit avec plein de franges de toutes les couleurs, des pompons, un grand chapeau pareil avec plein de franges de toutes les couleurs. Et ce masque danse en tournant sur lui-même à toute vitesse. Et nous, on a assisté à ça en fait, on a assisté à sa danse. Et ce masque, en fait, même si nous on voit quelqu'un, c'est quand même considéré comme une sorte de divinité. Donc c'est quelque chose dont on n'a vraiment pas l'habitude en France. Mais pour nous, c'était un spectacle incroyable parce qu'il y avait vraiment tout le village qui était là pour danser, pour chanter et accompagner ce masque qui faisait sa démonstration. Et ensuite, le masque retombe dans la forêt, toujours sur ses échasses, accompagné par les femmes qui tapent dans les mains, qui chantent. En fait, aller voir cette danse, ça nous a fait beaucoup réfléchir sur la question du tourisme. Parce qu'on est vraiment allé voir une prestation payée avec un guide, c'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus. Et suite à ça, en fait, on s'est rendu compte que dans notre voyage, ce qui comptait pour nous, ce n'était pas d'accumuler les expériences. Et oui, c'est pas grave si on voit pas tout, finalement, sur notre trajet, on verra jamais tout de toute façon. Et même au-delà de ça, que c'est pas forcément souhaitable de tout voir. Parce que on reste ouvert à ce qui nous est proposé au jour le jour dans le voyage, à ce qui nous est offert dans chacune des rencontres, dans chaque village. Bon, évidemment, c'est une réflexion qu'on est encore en train d'avoir et on n'a pas du tout abouti sur tout ça. Et en fait, c'est là où le voyage à vélo se prête bien à ce qu'on souhaite. C'est que le voyage à vélo nous oblige de toute façon à passer par à la fois des endroits magnifiques et puis des endroits beaucoup moins jolis et de pas aller juste de site touristique en site touristique. Et ça nous plaît bien parce que ça nous met dans une posture où on est obligé d'être ouvert à tout ce qui peut nous arriver, à toutes les rencontres qu'on fait tous les soirs. Et on trouve que c'est une façon de voyager qui nous correspond très bien. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui pour nous aura été marqué par de très belles rencontres. Alors il y en a eu beaucoup, nous on va vous en raconter deux en particulier. Une des rencontres moi qui m'a beaucoup marquée, c'est celle de Lézin. Lézin, c'est un monsieur qu'on a rencontré à la sortie de la messe un dimanche. Voilà, nous on reprenait nos vélos, on était prêts à reprendre la route. Et en fait, Lézin nous voit, il vient nous voir, il nous aborde et nous demande qui on est, d'où on vient. Et en fait, il avait fait ses études en France et il était revenu vivre en Côte d'Ivoire. Et il avait ouvert son entreprise, etc. Et en nous voyant, il a dit « Bah super, j'espère que vous allez bien, génial, vous allez à Abidjan. Et bah si vous passez à Abidjan, voici ma carte, n'hésitez pas à m'appeler et je pourrai vous héberger. »
Alors nous, on prend sa carte, on fait bon, d'accord, très bien. Le temps passe, une semaine, une deuxième, et voilà, ça y est, on est à Abidjan. Donc on l'appelle, on lui demande si on peut peut-être le rencontrer, et super sympa, il accepte de nous héberger même pour 2 nuits. Et donc lui et sa femme, Marie-Hélène, vont nous héberger pendant ces 2 nuits à Abidjan, et nous recevoir comme des rois, avec des croissants pur beurre français, une chambre rien que pour nous, avec la salle de bain, etc. Vraiment, c'était le grand luxe. Ils nous ont aidés à mettre nos vélos dans le bus, parce que c'était le moment où on prenait les transports, on y reviendra. Mais vraiment, une rencontre magnifique et des très belles discussions avec eux sur la France, sur les études, sur la Côte d'Ivoire et le président actuel. Nous, ça nous a beaucoup apporté. Et moi, une rencontre qui m'a beaucoup marqué, pour le coup, c'était dans un tout petit village en Côte d'Ivoire qui s'appelait Djamalakro. Et à Djamalakro, on a été accueillis par un vieux chef de village. Il avait un style particulier, il avait un grand chapeau de cow-boy. Et on a passé toute la soirée à discuter avec lui. Parce que ce chef de village était très cultivé et parlait très bien français. Donc il connaissait tout de l'actualité en France, à l'étranger, en Europe et dans son pays, en Afrique de l'Ouest. Et vraiment, il nous a appris plein de choses. Il a été super sympa avec nous. Et ça nous a fait du bien en fait de passer la soirée à discuter avec lui, parce que c'est quand même pas rare dans les villages qu'on tombe sur des personnes qui parlent pas très bien français. Donc on arrive à se faire comprendre, mais c'est pas là où on a les plus grandes discussions. Et une petite anecdote, c'est que le lendemain, en repartant, on dit au revoir, et puis on voit ce chef de village qui attrape une poule qu'il a dans son poulailler, et qui s'approche de nous et il nous donne la poule, vivante, hein. Et en fait, il voulait qu'on l'accroche à l'arrière de notre vélo pour la manger plus tard, quoi. Donc nous, ça nous a bien fait rire, on était un peu gênés aussi, mais donc on a gentiment refusé parce qu'on n'aurait pas trop su quoi en faire, mais c'est une attention qui nous a quand même beaucoup touchés. En Côte d'Ivoire aussi, pour moi, c'était un moment où ça a été peut-être un peu plus dur d'avancer. Je pense qu'il y avait pas mal de fatigue accumulée avec la Guinée, et puis on est un petit peu, on était à la fois au milieu de l'itinéraire, au milieu de l'Afrique, au 1/3 du voyage, donc il restait encore pas mal de chemin à parcourir, et c'était plus dur de trouver la motivation. Du coup, pour trouver cette motivation pour avancer, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs choses. Déjà, beaucoup de repos. Le fait de prendre des jours de repos hors village, ça m'aidait aussi. Les belles rencontres, parce que du coup dans ces villages comme à Djamalakro, faire des rencontres comme ça rebooste complètement, et moi ça me donnait beaucoup d'énergie pour repartir le lendemain. Et finalement le plus important, c'était discuter avec Mathieu de tout, de rien, parler de la France aussi, c'est quelque chose qui fait du bien, parler de ses proches, parler de ce qu'on aime bien en France, ce qu'on fera en rentrant. C'est quelque chose qui aide à se motiver. Aujourd'hui, on est dans une ville qui s'appelle Mbapleu, je pense, un truc comme ça, qui est en fait une sous-préfecture de la préfecture de Mans en Côte d'Ivoire. Et nous, on pensait que c'était juste un petit village, et en fait non, c'est vraiment une grande ville qui est très étendue. Et quand on a voulu demander l'hospitalité au chef de village, les gens ils nous ont regardés avec des yeux ronds en mode mais il n'y a pas de chef de village, et en fait c'est normal parce que c'est la sous-préfecture, c'est énorme. Et donc on s'est retrouvés à aller chez la sous-préfète, qui elle-même a téléphoné à la gendarmerie. Elle a téléphoné aussi au préfet pour prévenir qu'on était là, qu'on cherchait un endroit pour dormir. Et finalement, on est hébergé à la gendarmerie, au poste de gendarmerie. Et on a une petite chambre avec un matelas avec des cœurs bleus dessus. Et on a été accueillis par l'adjudant-chef qui est vraiment très gentil avec nous. Et on dort juste derrière la cellule avec les barreaux. Après la ville de Mans, on a roulé plein est vers Yamoussoukro, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire. Et on est arrivé à Yamoussoukro, et là, la ville la plus étrange qu'on ait jamais vue. En fait, c'est une capitale, donc nous on s'attendait à une capitale africaine avec beaucoup de monde comme d'habitude, beaucoup de trafic, etc. Pas du tout. Déjà on arrive, on voit le panneau Yamoussoukro, on est en pleine campagne, il n'y a pas une maison, pas une personne. Vraiment c'est une ville hyper étrange. On continue d'avancer, il y a la brume qui se lève. Donc pareil, on n'avait jamais vu de brume depuis notre départ de Dakar.
Et on continue d'avancer toujours. Et là, il y a un énorme lac et des 4 voies partout, complètement vides. En fait, Yamoussoukro, c'est une ville qui a été construite par un ancien président de Côte d'Ivoire pour en faire cette capitale, justement. Et du coup, c'est une ville énorme, mais complètement surdimensionnée, avec une population assez faible, finalement. Et donc, pour la petite histoire, ce président a construit cette ville de nulle part et il a créé 4 bâtiments aux 4 points cardinaux de la ville. Et donc, chaque bâtiment correspond à une des initiales de son nom. Et donc, par exemple, son nom de famille, c'est Bouani. Et donc, il me semble que c'est à l'ouest où il y a la basilique avec un B comme Boigny. Et la basilique, pareil, c'est une immense basilique. En fait, elle est plus grande que, c'est la plus grande basilique au monde, plus grande que celle de Vatican. C'est vraiment impressionnant et donc on a pu aller visiter ça. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois arrivé à Yamoussoukro, il a fallu qu'on prenne un bus pour continuer notre chemin. Alors pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on avait été un petit peu ambitieux sur notre capacité à rouler. On s'est rendu compte qu'on était quand même des petits rouleurs. On roule entre 40 et 50 km par jour au maximum. Et la tante de Mathieu nous attendait au Togo. Enfin, on allait la retrouver un peu plus tard, mais finalement, on n'avait pas le temps d'aller de Yamoussoukro jusqu'au Togo dans les temps. Donc, bus. Et alors, bus avec les vélos plus toutes les sacoches, c'était pas simple, mais heureusement, en Afrique de l'Ouest, quand les gens voyagent, ils voyagent toujours avec beaucoup de bagages. Donc finalement, nous, avec nos vélos et toutes nos sacoches, on était normaux, quoi. Et donc on a pris 2 bus, un bus pour aller de Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, toujours en Côte d'Ivoire, et c'est là où on a été hébergé par le fameux Lézin. Et ensuite un deuxième bus pour aller de Abidjan à Accra, la capitale du Ghana. Et là, ce deuxième bus, ça a été toute une histoire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait réservé les billets la veille à Abidjan. On avait bien demandé si c'était possible de mettre les vélos à l'intérieur. On nous avait dit qu'il n'y aurait pas de souci. Et le lendemain, on arrive pour prendre le bus et évidemment, on nous dit que les vélos, c'est complètement impossible. Alors là, on a tout tenté, on a supplié, on a un peu crié en menaçant et en disant que dans ce cas-là, il fallait nous rembourser l'hôtel qu'on avait pris pour l'arrivée à Accra. On a fait des concessions en disant qu'on était prêt à signer un document comme quoi on acceptait que c'était pas grave si les vélos étaient abîmés dans le bus. Bref, on a tout tenté. Finalement, ça a marché. Mais bon, on s'est retrouvé avec nos 2 vélos allongés au fond de la cale. Au fond de la soute, pas du tout démonté, avec des kilos et des kilos de bagages dessus. Donc ils ont miraculeusement survécu, mais on n'était pas très serein là-dessus. Et ensuite, on est arrivé à Accra. Et on arrive, il doit être 2 ou 3 heures du matin, un truc comme ça. Donc nous, on descend, on a la tête complètement dans le brouillard, on n'en peut plus. On remonte un peu nos vélos, on remet les sacoches dessus, on s'apprête à partir pour pédaler sur 500 mètres pour aller jusqu'à notre hôtel qu'on avait réservé. Et là, il y a le monsieur de la sécurité de la gare routière qui vient nous voir et qui nous dit « Non, je vous en supplie, ne partez pas, vous allez vous faire agresser, vous allez mourir, c'est super dangereux par ici, restez à la gare routière jusqu'au matin. » Alors là, nous, on n'en pouvait plus, on était super fatigués. Mais bon, on a fait comme il nous a dit, on a dormi à la gare routière, et à 5h du matin, le monsieur de la sécurité vient nous taper sur l'épaule en « Wake up, it is 5 a.m, you can go !» Un bon souvenir, on était vraiment en PLS total.
Et donc on s'est retrouvé à quitter la gare routière à 5h du matin. Donc évidemment c'était trop tard pour aller à l'hôtel, mais du coup on en a cherché un autre. Et en fait tous les hôtels étaient pris parce qu'il y avait une grande conférence évangélique a priori à cet endroit-là. Et donc on s'est retrouvé à pédaler à 5h du matin dans cette capitale qu'on connaissait pas, à passer d'hôtel en hôtel pour chercher un endroit où dormir. Ça on s'en souviendra longtemps. C'est la fin de nos aventures en Côte d'Ivoire. On espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous aura permis de voyager un petit peu avec nous dans ce magnifique pays. Si nos aventures vous intéressent et que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram 17 rayons d'espoir ou alors à aller regarder nos articles de blog dont le lien est en description. D'ailleurs, merci Lauriane pour le blog, pour tout ce que tu fais dessus, tu es vraiment incroyable. Et n'oubliez pas, le vendredi soir, c'est 17 rayons d'espoir. Merci beaucoup à François Derrida pour la musique de ce podcast, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 17 rayons d'espoir.